La police intensifie ses recherches. De nouveaux enquêteurs affectés à l'affaire accaparent des bureaux improvisés dans un garage annexe au commissariat de Mossman. On est passé d'un groupe de 15 ou 20 enquêteurs travaillant sur quelques meurtres à un groupe de 35 enquêteurs. Et à la fin, on était 70. La police de Sydney a renforcé les mesures de sécurité pour les personnes âgées avec une série de séminaires pour les sensibiliser aux dangers. La très forte participation au premier de ces séminaires révèle la peur des personnes âgées que le tueur ne frappe une nouvelle fois. La dernière victime était une dame qui habitait tout près de chez nous. Alors ce n'est pas qu'on ait vraiment peur, mais enfin, je veux dire, on aime bien savoir qu'on est en sécurité. Ce qui inquiète les enquêteurs, c'est que le dernier meurtre a eu lieu en dehors de la zone géographique où ont été commis les 3 premiers. Il y avait forcément un lien entre les différentes scènes de crime et on se demandait tous quel était ce lien. C'est ce que doit rechercher un enquêteur et c'est ce qu'on faisait. En général, un tueur en série opère dans une zone qu'il connaît bien, où il se sent à l'aise, où il maîtrise les choses. On pensait donc que le tueur connaissait très bien le secteur de Mossman, le quartier de Lynn Cove et les alentours de la maison de retraite à Belrose. Il y avait un dénominateur commun entre ces lieux sur le plan géographique. Il suffisait de trouver le lien et on trouverait l'assassin. Mais moins de 15 jours après, un nouveau meurtre est commis. Le tueur de grand-mère est revenu dans une rue située à proximité de son premier crime. Muriel Faulkner, une veuve vivant seule et qui avait récemment eu une attaque, est devenue jeudi après-midi, peu après 16h30, la 5e victime du tueur de North Shore. Madame Faulkner a été battue à mort et étranglée. Son corps a été découvert dans le hall, gisant dans son sang par un voisin de passage. Ici, on avait de nouveau de graves blessures à la tête, causées par un objet contondant, ainsi qu'une strangulation, et aussi ce qui semblait être une mise en scène du corps post-mortem. Ce dernier élément était nouveau par rapport au cas précédent, et encore une fois indiquait une progression en termes de violence. En général, ceux qui commettent une série d'infractions prennent de plus en plus d'assurance ou agissent de manière plus réfléchie, parce que ça devient quelque chose de coutumier. C'est assez classique dans la mise au point de crimes de cette nature. Dans le cas de Madame Faulkner, le tueur avait tout son temps parce qu'il a réussi à s'introduire chez elle. Une fois à l'intérieur, il lui était facile de la maîtriser et après l'avoir tuée, il avait tout le temps nécessaire pour disposer le corps, se livrer à tous les actes étranges qui lui procuraient du plaisir avant de quitter les lieux. Ce qui était étonnant et exceptionnel ici, c'est que c'était la première scène de crime intacte dont on disposait, parce que ça s'était passé à l'intérieur d'une habitation. On a remarqué, entre autres, l'empreinte d'une chaussure dans le sang par terre, et on a tout de suite pensé que ça pouvait être celle de l'agresseur. Mais il y a un problème, les empreintes ne sont pas très nettes. On a soumis la moquette à un certain nombre de traitements chimiques et lumineux, dans un ordre particulier. Et avec un traitement spécifique, on a pu relever beaucoup plus de détails invisibles à l'œil nu au départ. On a pu obtenir suffisamment de détails pour déterminer que l'empreinte avait été laissée par une sorte de chaussure de sécurité ou peut-être militaire, type Rangers. Même si beaucoup de jeunes portent des chaussures larges, là c'était plutôt le type de modèle correspondant à quelqu'un de plus âgé et de sexe masculin. À ce stade, on commençait à envisager la possibilité que le tueur ne soit pas un jeune homme, mais plutôt une personne d'un certain âge. Un aspect se détachait de tout ça, et c'était la disposition très soignée des objets. Je me souviens que la canne était posée à un endroit précis, et les chaussures de la victime disposées d'une certaine façon. Les gens qui ont appris à être ordonnés dans la vie ont souvent passé beaucoup de temps dans l'armée. Aujourd'hui, les patrouilles de police font leur ronde à North Shore, banlieue de Sydney, pour protéger les personnes âgées du tueur en série. Désormais persuadés que le tueur est un homme d'un certain âge, les enquêteurs décident d'interroger à nouveau d'anciens témoins, espérant raviver des souvenirs.
On m'a demandé d'aller à Mossman parler à la voisine de Muriel Faulkner. Elle s'est davantage confiée à moi qu'à la police la première fois, et elle m'a dit avoir vu un homme aux cheveux gris et, point très important, il ressemblait à un médecin. De retour au bureau, je me suis dit, ce serait pas génial ça? Un homme corpulent aux cheveux gris, la soixantaine, parcourant les rues de Mossman et commettant des meurtres. Qui le suspecterait? Grâce à l'empreinte de chaussures trouvée dans l'appartement de Muriel Faulkner et les cheveux gris abandonnés sur le gant de la seconde victime, les policiers abandonnent l'idée que le tueur de grand-mère puisse être un lycéen. Pensant avoir plutôt affaire à un homme d'âge mûr, ils quadrillent North Shore et interrogent quiconque aurait aperçu un suspect à proximité des scènes de crime. Bientôt, les témoignages qu'ils recueillent leur glacent le sang. On est retourné dans le quartier de Lane Cove. Et j'ai trouvé un certain nombre de personnes ayant effectivement vu un homme d'âge mûr aux cheveux gris. L'homme aux cheveux gris a raccompagné une voisine de Madame Pard jusqu'à sa résidence. Et cette dame a pensé qu'il était bien gentil de l'aider à porter ses courses jusque chez elle. Une fois encore, le signalement d'un homme aux cheveux gris ressort sur une scène de crime. Mais est-ce un bon samaritain ou est-il réellement le tueur? Finalement, une description faite à la suite d'une agression ayant eu lieu 1 mois avant le premier meurtre fournit une piste concrète aux enquêteurs. Cette dame originaire du Queensland était en vacances ici. Elle avait passé sa journée à faire du shopping et rentrait chez ceux qui l'hébergeaient. Son agresseur l'a frappée à la tête, lui a volé son sac et s'est enfui en courant. Heureusement pour la police, la victime a eu le temps de bien voir son agresseur quand elle l'a croisé. Désormais, il n'est plus simplement le vieil homme aux cheveux gris. Les policiers ressentent les choses d'instinct. Et là, instinctivement, je savais qu'on tenait notre homme. Mais ils n'ont pas encore mis de nom sur cet homme. Et 3 mois se sont écoulés depuis le dernier meurtre. J'étais en service cet après-midi-là, quand j'ai reçu un appel me disant d'aller à l'hôpital Greenwich. En effet, une femme hospitalisée là-bas a déclaré y avoir été victime d'un attentat à la pudeur. On m'a fourni la description d'un homme qui s'est révélé être un livreur de tartes, qui avait fait une livraison à l'heure où la vieille dame disait avoir été agressée. Je me suis renseignée auprès du personnel de l'hôpital qui m'a donné le nom de l'entreprise fabriquant les tartes, ainsi que celui de l'homme engagé pour les livrer à l'hôpital Greenwich, John Wayne Glover. Les enquêteurs contactent John Glover et lui fixent rendez-vous le lendemain pour l'interroger. Mais ce dernier ne se présente pas au commissariat. Quand à 18h, il n'était toujours pas arrivé, je me suis demandé ce qui se passait et j'ai appelé chez lui. Sa femme a décroché et elle m'a expliqué qu'elle était justement sur le point de partir pour l'hôpital parce que son mari venait de faire une tentative de suicide. Il avait laissé une lettre. Et je me souviens très nettement des mots qui étaient écrits. « Fini les vieilles dames ». Pour moi, en tant que jeune inspectrice, c'était très important d'aller lui parler toute seule et de pouvoir faire une photo de lui, sachant que si j'échouais, tout était perdu. C'était un pas de géant pour l'enquête, parce que maintenant, on avait non seulement un portrait robot de l'homme aux cheveux gris, la cinquantaine, qui avait commis plusieurs agressions, mais on avait aussi la photo de ce suspect apparu tout récemment. On sentait que tout se mettait en place. On était sur la bonne voie. John Glover est placé sous surveillance et parallèlement, les enquêteurs recueillent des informations sur lui. Excepté pour l'âge, il correspond parfaitement au profil du tueur, à commencer par une première condamnation vers 20 ans.
Il avait déjà une condamnation pour agression sur une femme, une autre pour voyeurisme, et il avait servi dans l'armée à l'étranger pendant un certain temps. On a découvert qu'il occupait à l'époque un poste de représentant et qu'il disposait d'une voiture de société, et aussi qu'il travaillait habituellement le matin et terminait l'après-midi vers 15 heures. Il était donc disponible aux horaires des meurtres. On a aussi appris autre chose sur lui. Son travail l'a amené à se rendre à proximité des scènes de crime. Son emploi de livreur conduit plusieurs fois John Glover à Belrose et Lane Cove, et il habite à Mossman. À ce stade, les éléments n'étaient pas suffisants pour prouver qu'il était bien le tueur, mais c'était encourageant et ça nous donnait une piste à suivre. Les pièces du puzzle se mettent en place progressivement. Mais les enquêteurs ont besoin d'en savoir davantage avant de pouvoir inculper le suspect. Ce qu'on voulait, c'était des preuves. Alors on a décidé de le prendre en filature, de le laisser choisir une nouvelle victime. Comme ça, on pourrait prouver qu'il avait suivi cette dernière, que c'était un prédateur. On le laisserait s'approcher à quelques mètres de sa proie et là, on l'empêcherait de commettre un crime. À plusieurs reprises, il a arrêté sa voiture et il est descendu pour aller se promener. On faisait très attention pour voir ce qu'il faisait. Mais il ne s'est rien passé. Il remontait dans sa voiture et repartait. Tout porte à croire que le tueur de grand-mère est maintenant identifié. La tentative de suicide de John Glover et la lettre avec ces mots « Fini les vieilles dames » qu'il a laissées constituent un aveu qui, en France, par exemple, suffirait à le faire arrêter. Mais les procédures judiciaires anglo-saxonnes obligent procureurs et policiers à fournir au tribunal des preuves concrètes de culpabilité. Or, le livreur nie être impliqué, bien sûr, dans les agressions. C'est pourquoi, alors que nombre d'indices le désignent, les enquêteurs poursuivent leur investigation. La tentative de le prendre en flagrant délit ayant échoué, les policiers décident de faire le tour des maisons de retraite. Ils espèrent pouvoir lier Glover à des agressions sexuelles non déclarées. La secrétaire de cette maison de retraite avait l'air bien renseignée. Elle m'a dit « Il a livré 24 tartes, c'est ça ?» Et à ce moment-là, j'ai su que c'était bien parti parce qu'effectivement, John Glover avait livré 24 tartes dans cet établissement. Ensuite, elle m'a dit « C'est John Glover que vous cherchez ?» J'ai trouvé ça extraordinaire. Non seulement elle le connaissait, mais elle savait comment il s'appelait. On avait une identification positive. Je lui ai répondu qu'effectivement, on cherchait quelqu'un du nom de John Glover, et là, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est mon mari ». Je suis restée bouche bée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit « Vous direz à John que je suis passée aujourd'hui ?» Et elle a répondu « Non, la dernière fois, il était si bouleversé qu'il a voulu se tuer. » Ce n'était pas grave. On savait déjà l'effet que tout ça allait avoir sur notre enquête. Il y avait un risque que Glover aille voir son avocat et qu'il défie la police en disant « Faites quelque chose ou fichez-moi la paix ». Ou qu'il prenne la fuite, ou avec sa personnalité violente, qu'il agresse une autre femme. John Wayne Glover, suspect numéro 1 pour le meurtre de 5 femmes et sous surveillance depuis 5 semaines. Les enquêteurs visitent les maisons de retraite de la région à la recherche de preuves. Je ressortais mon discours habituel. En gros, je recherchais toute information concernant des agressions sexuelles dans la banlieue nord et je demandais si quelqu'un était passé en proposant de vendre des tartes pour les distribuer dans leur cuisine. Et par chance, la commissaire McKay rencontre la femme de John Glover. Il y avait probablement une chance sur 1 million pour que ça arrive, mais c'est arrivé et il fallait gérer la situation. On ne pouvait pas se défiler, il fallait agir. Le lundi d'après, comme depuis plusieurs semaines, les policiers poursuivaient leur patrouille de surveillance quotidienne. Et ils ont vu Glover sortir de chez lui à l'heure habituelle, monter dans sa voiture de société et partir. Il a appelé son employeur pour lui dire qu'il ne venait pas travailler ce jour-là, parce qu'il allait voir son avocat. On s'est dit, ça y est, c'est fichu.
Il s'est rendu dans une boutique de spiritueux et a acheté une bouteille de whisky. On a trouvé ça bizarre, mais bon, il avait un porte-document avec lui. On s'est dit que c'était pour aller voir son avocat. Il s'est rendu quelque part dans Mossman. Il a garé la voiture, est descendu avec son porte-document et est entré dans la propriété. A frappé à la porte d'entrée, on lui a ouvert comme si on l'attendait. Il est entré. Les policiers postés dans la rue qui le surveillaient étaient plutôt soulagés de voir qu'il rendait apparemment visite à quelqu'un qu'il connaissait. Mais les heures défilent et John Glover ne ressort pas. À la fin de l'après-midi, les policiers sont inquiets. Heureusement, il y avait un chien qui aboyait très fort juste à côté de cette maison. Alors on a décidé d'envoyer la patrouille locale en uniforme pour voir ce qui se passait et se renseigner auprès des habitants. Ils sont entrés dans la propriété et ont frappé à la porte d'entrée. Personne n'a répondu et la maison semblait plongée dans l'obscurité. Les agents ont trouvé ça bizarre et ils ont fait un rapport signalant que quelque chose clochait dans cette maison. Les enquêteurs du détachement spécial se précipitent sur les lieux. Mais ils ne sont pas préparés à la découverte qu'ils vont faire. Dans la maison, ils ont découvert le corps d'une femme de 60 ans gisant dans le hall d'entrée. Ça a certainement été le creux de la vague dans nos carrières. Une chose à laquelle on pense encore souvent aujourd'hui. Je me revois encore apercevoir le marteau taché de sang par terre, sur le tapis du salon, avec autour ce qui semblait être du sang. Le problème auquel ils se sont alors retrouvés confrontés était le suivant. Où était donc passé John Glover? Dans la chambre, il y avait un pantalon d'homme étendu sur le bas du lit. On est passé dans la salle de bain, et là j'ai vu les pieds de John Glover, dépassant de la baignoire. Sa bouche ressortait à peine de l'eau. Il avait l'air d'avoir du mal à respirer. Sur la coiffeuse, il y avait une bouteille de whisky vide dans un sac en papier et plusieurs flacons de médicaments vides. Bonsoir. Peut-être du nouveau dans l'enquête qui dure depuis 1 an sur les meurtres des vieilles dames à Sydney. Cet après-midi, les enquêteurs ont inculpé un homme de 58 ans du meurtre d'une femme âgée à Mossman. Dans la salle de bain, la police a trouvé cet homme de 58 ans inconscient dans la baignoire remplie d'eau. Il a été réanimé par les ambulanciers et conduit à l'hôpital Royal North Shore. La police sait maintenant qu'elle tient le tueur de 6 femmes âgées, mais elle doit encore le prouver. On savait qu'on avait encore beaucoup de travail. On se réjouissait du fait qu'il ait été arrêté, mais il nous manquait toujours des preuves médico-légales pour le relier à l'un des crimes. En n'intervenant pas par excès de prudence, les policiers n'ont pas pu empêcher Glover de commettre un 6e crime. Le temps presse. Pour mettre un terme à l'hécatombe et neutraliser définitivement le monstre, les experts perquisitionnent son domicile et sa voiture. Quand ils découvrent une paire de chaussures dont l'empreinte des semelles correspond à celle trouvée sur le tapis de la 5e victime, ils pensent être au bout de leur peine. Il ne leur reste qu'une dernière chose à accomplir, obtenir les aveux de Glover. Bien sûr, on espérait que Glover parlerait. Ce matin-là, il était alité, et je me revois lui rendre visite et discuter avec lui de choses pas très importantes, de banalités, d'histoires de famille, de choses comme ça. Et soudain, il m'a dit « Vous avez sûrement remarqué que les femmes sur les photos des journaux ressemblent beaucoup à ma belle-mère Essie. » Ce détail avait son importance parce qu'il a mentionné sa belle-mère dans sa lettre de suicide. À ce stade, on pensait que juste avec ces quelques mots, cet homme était en train d'endosser la responsabilité des meurtres des vieilles dames de North Shore. Dans cette conversation, il a dit aussi qu'il utilisait un marteau qu'il avait chez lui. Il le prenait avec lui, sortait de la voiture, cachait le marteau dans son pantalon et s'en servait pour attaquer les femmes par derrière. Après le meurtre, il ramenait le marteau chez lui et utilisait de l'acide chlorhydrique entreposé dans son arrière-cour pour nettoyer les traces de sang et les autres preuves. Au cours des interrogatoires, il a pris grand soin de dire qu'aucun de ses crimes n'avait de motivation sexuelle.
Il a prétendu que s'il avait utilisé les collants de ces femmes pour les étrangler, c'était pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes. Ce qui nous a étonnés pendant ces interrogatoires, c'est la façon dont Glover décrivait ce qui s'était passé. Il parlait de ces crimes violents de façon si banale, si détachée. C'était incroyable. On aurait dit qu'il était en train de raconter comment il préparait son petit déjeuner. En fait, au cours de chaque interrogatoire, Glover a affirmé posément qu'il allait en discothèque boire un verre avec l'argent qu'il venait de voler à ses victimes. Après avoir quitté l'hôpital, John Glover montre à la police où il s'est débarrassé des affaires de certaines de ses victimes. Tout comme le secteur des meurtres, ce lieu n'est pas très éloigné de chez lui. Deux psychiatres de Sydney ont fourni des preuves à la Cour suprême attestant que le tueur de grand-mère, John Glover, est un malade mental. La défense soutient que Glover n'est pas coupable des 6 accusations de meurtre pour cause de responsabilité atténuée. Dans une interview, l'accusé de 58 ans explique « C'est comme si le gentil John Glover regardait faire le méchant John Glover. Je n'arrivais pas à arrêter ça. » Je lui ai demandé quelle explication il pouvait donner à ces actes. Et il a dit « Le méchant John Glover apparaît et commet le crime, puis le gentil John Glover reprend le dessus. » Là, rien de plus facile que de lui répondre à quel moment le gentil fait son apparition. Avant que vous nettoyiez le marteau ou après? Ces déclarations étaient tellement confuses. Le jury rejette la tentative de Glover de plaider le dédoublement de la personnalité ou la folie passagère et le déclare coupable. Le juge le condamne à la peine maximale pour chacun de ses crimes et stipule dans son dossier qu'il ne doit jamais être libéré. Une façon d'assurer à la société que le tueur de grand-mère ne sera plus jamais en mesure de récidiver. John Glover est donc condamné à la peine maximale pour chacun de ses crimes. Sur son dossier, il est inscrit « ne doit jamais être libéré ». John Glover savait exactement ce qu'il faisait. En toute connaissance de cause, il agissait intentionnellement de manière très sournoise et je pense que je le placerais dans la catégorie des sadiques, mais pas des fous. John Wayne Glover avait déjà attenté à sa vie avant son arrestation et de nouveau lorsqu'il s'est retrouvé derrière les barreaux. 15 ans après avoir été déclaré coupable, il a enfin réussi. Le tueur en série de Sydney, John Wayne Glover, est mort en prison. L'homme connu comme le tueur de grand-mère a été retrouvé aujourd'hui pendu dans sa cellule de la prison de Lithgow. John Glover, 72 ans, avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 1991 pour le meurtre de 6 femmes âgées à North Shore. Aux funérailles de John Glover, aucun membre de sa famille n'est présent. Il est enterré comme il a vécu, seul, avec ses démons et ses secrets. D'autres crimes commis en Australie comportent des similarités avec ceux perpétrés par John Glover. Je crois qu'il y a certains aspects de sa vie et certains aspects d'autres crimes qu'il pourrait avoir commis qu'on ne connaîtra peut-être jamais. John Glover est mort à l'âge de 72 ans, plus jeune que la plupart de ses victimes. En Australie, l'histoire du tueur de grand-mère a alimenté nombre de livres, de films et de documentaires. À travers ces archives, la personnalité du monstre de Mossman nous est aujourd'hui mieux connue. On sait par exemple que, né en Angleterre en 1932, John Glover a émigré en Australie à l'âge de 24 ans. Sa mère, peu aimante, avait quitté son mari, puis s'était remariée rapidement et avait eu 2 autres enfants. À 13 ans, Glover est témoin d'un incident qui coûte la vie à l'un de ses camarades. Cet accident traumatisant aura des conséquences importantes sur le développement de sa personnalité. Devenu adulte, il occupe un emploi d'électricien, commet de nombreux petits larcins et se fait licencier pour faute professionnelle. Il s'engage ensuite pendant 2 ans dans l'armée comme conducteur de bus. Dès son arrivée en Australie, Glover agresse violemment une femme de 73 ans et une jeune fille. À 35 ans, il se marie à une femme fortunée et devient père de 2 enfants. Après avoir vendu de l'alcool, il devient livreur de tartes et fréquente à ce titre
hôpitaux et maisons de retraite. En 1988, il contracte un cancer du sein, une pathologie rare chez les hommes qu'il interprète comme une injustice. 3 mois après le décès de sa mère, il attaque sauvagement une première vieille dame. Les autres meurtres suivront, auxquels s'ajouteront des agressions contre des infirmes âgées clouées sur leur lit d'hôpital. Au cours du procès, les psychiatres ont établi que la folie n'expliquait pas les actes du monstre, plutôt motivé par l'appât du gain. Sans doute aussi pour se venger de sa mère, de sa belle-mère, qu'il détestait. Une thèse que contredisent les confessions de Glover, recueillies dans sa prison. Je voulais arrêter de tuer, mais une force m'en empêchait. Lorsque j'avais tué, je revenais à une vie normale et je ne pensais plus à mes victimes, avait-il en effet avoué, avant de se suicider dans sa cellule. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette émission très noire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles.